Hello! Bonjour à tous! On voulait faire cette vidéo un peu différente de ce qu'on fait d'habitude parce qu'on avait envie de partager avec vous un débrief sur l'Iran. On a eu beaucoup de questions en privé sur l'Iran, on a eu beaucoup d'inquiétudes sur l'Iran aussi en privé. Et il y a pas mal de mythes qui circulent autour de ce pays. Vous avez arrêté de faire du bruit? Et on voulait partager un peu ça avec vous. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. La sécurité en Iran. Je crois que c'est le truc qui fait le plus de peur aux personnes en dehors de l'Iran. Et personnellement, c'est le point qui m'a le moins inquiété de tout le voyage en Iran. Alors on est resté, soyons honnêtes, 70 jours en Iran, on n'est pas resté 2 ans, on n'a pas le vécu de quelqu'un qui habite là-bas. Mais d'un point de vue sécuritaire... On parle en tant que touriste, attends, il faut aussi dire que on parle en tant que touriste sur place et pas en tant qu'Iranien. Voilà, ça c'est certain. Personnellement, la sécurité, j'étais vraiment pas inquiet. Nulle part à n'importe quel moment. Et j'ai même envie de dire, on était tellement surveillés avec bienveillance par les locaux qu'il n'y a pas eu de stress. Quand on a été à l'arrêt à Tabriz pendant 2 semaines, s'il y avait quelqu'un qui approchait de notre véhicule pendant notre absence, on avait un compte rendu. C'était, Il y a les locaux et puis même la police. En fait, je pense qu'il y a quelque chose de véridique pour nous Européens, c'est que vu notre belle zone Schengen, on n'a vraiment plus du tout l'habitude d'être contrôlé. Et je pense que c'est le premier pays où on a des checkpoints aussi réguliers. La police qui est présente, qui vérifie, qui vient nous demander nos papiers. Imaginez, vous allez dans le sud de la France, vous traversez et à chaque péage il y a un contrôle de police en fait. Voilà. Mais un contrôle. C'est-à-dire qu'à tout moment vous allez vous mettre, c'est pas comme nous, on sait qu'ils sont là au cas où. Mais... Non, il y a un contrôle et ils écartent des voitures et ils vérifient. Mais donc, simplement pour vous dire que ça veut dire que ça fait partie de leur quotidien. Et donc, ils sont là pour veiller à notre sécurité en fait, ils sont pas là pour nous embêter, ils sont là juste pour vérifier que en effet on est personne dans le camping-car éventuellement. Souvent on nous a demandé d'ouvrir mais plus par curiosité que... Parce qu'on nous a pas demandé souvent d'ouvrir, mais quand on nous a demandé d'ouvrir le camping-car, c'était plus parce qu'ils étaient curieux de voir comment c'était à l'intérieur que parce qu'ils voulaient vraiment contrôler ce qu'il y avait à l'intérieur. Et on profite pour faire un petit selfie dedans, ouais, une photo à madame. Voilà. Et au niveau de la police religieuse, on a quand même croisé. Ouais, on a quand même croisé quelques fois. Ça n'a jamais été un problème en fait. Alors déjà, il faut se dire qu'en Iran, la police elle est divisée en plusieurs catégories de police. Vous allez dire comme chez nous, sauf que c'est pas tout à fait vrai. Par exemple, la police de la circulation, ces mecs ils ont un sifflet et un bâton. Hein. Et la plupart des Iraniens, ils les respectent pas. Et quand ils ont pas envie de les respecter ou qu'ils ont envie de s'enfuir, ils leur font un doigt d'honneur et ils se cassent. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. Dans le meilleur des cas, ils notent la plaque et après l'Iranien va contester en disant que c'est pas vrai. Vous avez la police un peu plus comme nous on a la police. Pareil, ils sont relativement sympas avec nous, ils n'ont jamais été problématiques. À l'inverse, ils ont même été à essayer de nous protéger. Et puis, troisième police, vous avez la police en civil, celle qui fait beaucoup plus peur aux Iraniens. Nous, on les a eu quelques fois. Ça s'appelle le CEPA. Le premier contrôle a été un peu abrupt, mais je pense que c'était surtout dû à un manque de communication dans la langue. Le deuxième contrôle était très sympa, très cordial. En gros, ils nous ont expliqué pourquoi ils nous contrôlaient, qui ils étaient, comment ils faisaient ça. On n'a jamais, eu une pression de la police qui arrivait en mode je suis la police toute puissante et sors-nous tous tes papiers. Après, j'ai toujours respecté de porter le voile. Donc je sais qu'il y a des touristes qui ne le font pas, etc. Mais je sais aussi, et il y a des femmes pour le moment, voilà, suite aux protestations, qui ne le portent pas. Et comme j'expliquais à Nico chaque fois, je dis moi, j'estime que je suis touriste et que j'ai à respecter les règles en fait, quelles qu'elles soient, parce que je suis invitée dans ce pays
Et donc voilà, donc j'avais toujours mon voile sur la tête. Pas toujours mis de manière traditionnelle, on va dire, mais je l'avais toujours sur les cheveux. Et donc il y avait, quelque part, jamais rien à nous reprocher non plus. On peut enchaîner sur la partie voile, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de filles qui ne le portent pas maintenant. On sent qu'il y a une révolution là-dessus qui est en cours. Nous, on essaie de rester neutre là-dedans parce que voilà, on a notre avis. On essaie de pas trop le partager avec les locaux parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre aussi au niveau des personnes, c'est qu'ils ne sont pas confiance l'un à l'autre. On ne sait jamais face à qui on est. Il y a des gens, on nous a expliqué, parfois c'est leur mère qui les a dénoncés à la police parce qu'ils étaient homosexuels ou des choses comme ça. Nous, on a vu des personnes se côtoyer pendant une semaine et pendant une semaine prendre énormément de formules de politesse et tout ça pour se rendre compte une semaine après qu'ils avaient les mêmes idées, que, par exemple qu'ils n'étaient pas croyants tous les deux, qu'ils consommaient de l'alcool illégalement tous les deux, ce genre de choses. Et tout d'un coup, cette barrière tombe, mais il y a une période où on pourrait dire pas d'adaptation, de méfiance en fait. De méfiance, et même chaque fois, on nous a dit mais attention, vous pouvez pas faire confiance, vous devez faire attention. Alors c'était drôle parce que les gens qu'on venait de rencontrer et avec qui on parlait, et qui nous disaient oui mais attention, vous devez pas faire confiance aux gens comme ça quand vous les rencontrez. Je dis en fait, c'est ce qu'on a fait avec toi aussi. Donc on faisait attention, ça ne veut pas dire qu'on se faisait embarquer dans des plans avec tout qui va, loin de là, mais quand même. Mais par contre, voilà, on avait plaisir à rencontrer des gens. Et il faut savoir aussi que ces gens qui sont en révolution, ces femmes qui sont en révolution parce qu'elles n'ont pas envie de porter le voile, il y en a certaines qui ont connu la prison et on a été très très touchés par certains témoignages. Ce qu'on avait envie aussi moi j'avais envie de dire, c'est que ce qu'on raconte sur les prisons, sur les modes de détention sont vrais pour les Iraniens. Et donc, et pour des raisons parfois qui nous semblent minimes, c'est comme ça dans ce pays-là. C'est certainement pas en accord avec nos principes européens. Ça, on est bien d'accord avec ça. Après, je crois qu'en 2 mois, même pas et demi, sur place, on a eu l'occasion de rencontrer 6, 7, 8 personnes qui ont fait de la prison. Hommes et femmes. Les hommes, généralement, pour des raisons politiques. Les femmes, c'est plus récent, c'est surtout avec la manifestation pour faire le voile. Alors, on va partager un tout petit moment avec vous de quelque chose qui nous a fort touchés. C'est une jeune, 21 ans, qui a manifesté contre le port obligatoire du voile et qui a fait 2 mois et demi de prison. 4 mois de prison. 4 mois de prison, pardon. 4 mois de prison. Dont 20 jours avant d'être jugée en isolement. Et ce n'est qu'une parmi des centaines de jeunes filles de cet âge-là à qui c'est arrivé. Alors on n'est pas parti, on vous dit ça aussi pour vous dire, on n'est pas parti là-bas de manière insouciante et tout va aller bien et Kumbaya et on vous parle de la sécurité, qu'on ne s'est pas senti en danger nulle part. Mais on est aussi conscient que c'est des problématiques qu'il y avait pour les Iraniens. Oui, c'est en cours, quoi. C'est là, c'est présent. Et le plus étonnant, je vais vous dire, c'est que ces gens, ils sortent et ils continuent le combat. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils risquent et ils continuent. En fait, cette jeune fille, donc les 20 jours en isolement, c'est 20 jours dans le noir. C'est ça que ça veut dire. Pour vous dire clairement, c'est seul dans le noir, sans aucun contact. Et sans savoir quel est le jour et quel est la nuit. Mais elle est heureuse de dire moi je suis libre. Et en fait de voir cette fierté, c'est même pas une fierté mais c'est ce bonheur dans ses yeux, ça a été vraiment très très touchant. Donc oui, la sécurité en tant que touriste elle est là, elle existe. Mais on est tout à fait conscient qu'il y a une grosse différence pour les Iraniens. Alors ce qui est assez étonnant quand on débarque en tant qu'étranger en Iran, alors on l'a mis plusieurs fois dans les vidéos, surtout en tant que famille de blonds, même avant qu'Anistan c'était comme ça aussi, c'est que on est des stars.
Donc j'ai dit un jour en rigolant à Anaïs, si tu as un problème de confiance en toi, que tu es blonde, n'hésite pas à partir en Iran, tu vas avoir un boost de confiance, parce que tu passes ta journée à faire des selfies avec les gens. Quoi qu'il arrive, quelle que soit ta couleur de cheveux, du moment que c'est pas noir. Du moment que tu es... Voilà. Donc oui, on se fait prendre tout le temps sur des demandes pour des selfies, mais il faut aussi se rendre compte que pour 99,9% des Iraniens, ils n'ont jamais rencontré un étranger. Il y a des gens, ils veulent juste faire une photo parce qu'ils n'ont jamais rencontré un étranger. Ça peut paraître surréaliste, parce que nous en Belgique, il y a plein d'étrangers. En France c'est pareil. Un peu partout en Europe, il y a une mixité qui s'est créée, qui existe, et donc qui fait que ça n'a plus rien de magique, mais eux, ils n'ont pas ça. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui n'est pas iranien, sauf à la TV. Et du coup, d'approcher quelqu'un qui ne vient pas d'Iran, il y a un côté très mythique pour eux. Et donc ça doit être fatalement immortalisé en 40 photos. Et ils ont l'art du selfie. Le téléphone là, dans tous les sens. Au sol, de côté. Voilà. C'est assez... Et alors il y a aussi ce côté enfant, Ouais. Où ils voulaient beaucoup prendre les enfants en photo, et particulièrement les petites filles qui sont très sacralisées. Oui, sacré. Sacrées, enfin voilà, vraiment bénies. C'est vraiment une bénédiction pour eux qu'on ait 3 enfants, mashallah, et alors une fille, voilà. Et donc ils voulaient des photos des enfants, ce qui a été très compliqué à gérer pour nous au niveau des... Au début ça allait, mais à la fin les enfants en fait se tirent un trait sur les photos, et depuis ça reste pas un traumatisme, mais ça reste un problème pour les enfants d'accepter de faire des photos avec des inconnus. Ouais, en fait ce qu'il y a, c'est que des gens les ont tirés, les ont obligés. En fait si on avait le dos tourné, on était dans le bazar, hop, ils l'attrapent par le bras, ils le prennent, et puis ils leur font ça, enfin voilà, tout ce que les enfants détestent en fait, ce que nos enfants détestent. Ouais, t'es dans un centre commercial, il y a une dame arrivée qui a attrapé Santiago, qui a vraiment tiré comme ça. Tout ce que... Et donc nos enfants n'aiment pas trop ça. Ça a été trop loin en fait pour eux. C'était un peu trop, et c'est dommage parce que ça va pas aller en s'améliorant. Non. Mais voilà, c'est comme ça. Et à côté de ça, il y a un énorme paradoxe. Donc nous on s'est beaucoup pris au jeu de la photo. Ouais. Et il y a un énorme paradoxe, c'est que très peu de femmes iraniennes ont accepté de se faire prendre en photo. Donc j'aime bien faire des portraits, donc je demande toujours aux gens, même quand je filme, je demande toujours aux gens, pour moi c'est important, de respecter l'individu. Et là en fait on a reçu beaucoup de refus. Donc il y a des gens qui venaient pour demander de faire des photos de nous ou avec nous, mais une fois que moi je prenais l'appareil photo, je n'avais plus le droit. Ouais, les femmes se cachent avec leur voile et tout ça, mais c'est une question religieuse, hein, c'est interdit. Donc voilà. Si on enchaînait sur la religion. La religion, je m'attendais à trouver un pays beaucoup plus croyant en fait, dans son ensemble. On est quand même tombé sur énormément de personnes qui ne croient pas ou qui croient très légèrement. Ça fait partie du folklore des croyances, mais ils ne prient pas tous les jours, on fait un petit pèlerinage, machin, on fait les célébrations religieuses, mais pas... Pas aussi fort en fait que ce qu'on pensait. Ouais. C'était plus ça, c'était que finalement on s'est rendu compte que voilà, la religion est présente bien sûr, mais plus comme chez nous où certains croient, certains ne croient pas. Oui, et beaucoup de personnes ne croient pas en fait. Ça c'est plus que ce que moi je m'attendais. Je m'attendais à une minorité marquée et je dirais plus ça. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes nous l'ont confié, c'est que les mosquées sont devenues vides. Il y a beaucoup de mosquées qui sont bien plus vidées qu'avant, où les jours de prière, en fait, ils remplissent une demi-cour, quand avant ça priait jusque sur le trottoir. Ça, c'est ce que beaucoup de nos locaux nous ont dit. Il y a une grosse méfiance de la jeunesse par rapport à la religion, et encore plus accentuée avec les événements des derniers mois. Ce qui nous amène au point de l'alcool. Parce que l'alcool est interdit en Iran, voyez-vous, et pourtant, on en a vu à partir du jour 2 en Iran, et on en a vu et beaucoup entendu parler. Alors, on en a vu et on ne voyait pas spécialement la bouteille. Donc pour être clair, c'est que nous n'avons pas bu.
parce qu'il n'y avait que de l'alcool fort d'abord, et que les soirées nocturnes qui nous ont empêchés de dormir étaient souvent accompagnées d'alcool en fait tout autour de nous. Et en fait c'est ça, c'est que comme ils doivent se cacher, les jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, se retrouvent dans leur voiture avec 2 bouteilles qu'on pourrait penser d'eau, et en fait souvent il y en a une d'eau et une d'alcool. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvaient à écouter de la musique à fond et à boire en fait dans leur voiture, dans les parkings. Ouais, et alors il y a un truc qui est complètement paradoxal dans cette loi. Après, c'est ce qu'on m'a expliqué, donc j'ai pas été la vérifier. Si j'ai bien compris, en fait, si tu te fais choper avec de l'alcool, tu prends cher. Ça inclut des coups de bâton et de la prison. Mais si tu es sous et qu'il n'y a pas d'alcool sur toi, en fait, c'est pas de ta faute. Donc résultat, c'est un effet très pervers ce point, c'est que les jeunes en fait ils vont acheter 1-2 bouteilles d'alcool. Alors dans l'alcool, de ce qu'on a vu, il y a du raki, il y a de la bière, beaucoup de vodka, du whisky, moi j'ai vu. T'as vu de la bière? Du cognac, ouais de la bière j'en ai vu. Mais la bière ça coûte cher, c'est 7 €, à peu près 7 $. Pour un pays où le salaire moyen tourne entre 200 et 250 € par mois, donc calculé, c'est pas disponible pour tout le monde. Du cognac, ouais, ça j'ai dit, voilà. Et en fait, les jeunes, qu'ils ont du bon ou du mauvais alcool, hein, ils vont faire la même chose, c'est qu'ils vont l'enquiller le plus vite possible. Donc ils vont aller se mettre à 2 dans un parking, dans leur bagnole, et ils vont tuer cette bouteille pour être sûr que la preuve disparaît, puis ils vont l'acheter. Et voilà, et ils vont rentrer chez eux morts torchés en bagnole. Ça aussi, il faut se rendre compte que c'est un des gros effets pervers. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait peur. On a rencontré des jeunes qui sont venus me parler le soir, qui étaient complètement sous. Je lui ai dit, vous allez rentrer chez vous. Il me dit, oh, mais ça, c'est le moindre des problèmes. Je fais, mais attendez, c'est encore roulé. Il me fait, ouais, mais on a l'habitude, on fait ça tous les vendredis. Je fais, ok. Et je lui dis, t'as pas peur et tout. Il me dit, mais en fait, je peux pas boire chez moi. Parce que bon ben voilà, il y a les parents, les machins, même s'ils supportent l'idée que leurs enfants ne sont pas croyants et parce qu'eux-mêmes ne le sont pas spécialement, l'alcool ça reste un sujet tabou au sein des familles. Et donc ils sont obligés d'aller boire en extérieur en fait. C'est une obligation pour eux. Donc, et en gros ils me disent si je prends pas ma voiture, je bois pas. Et donc si je bois, il faut que je rentre chez moi, donc je prends ma bagnole. Mais oui, de l'alcool en Iran on en a vu beaucoup et dans notre gîte on a senti aussi énormément de marijuana, entre autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de drogue, de l'opium, beaucoup des opiacés, surtout dans la partie est du pays. Moi ça m'a surpris parce que énormément de jeunes ils vont fumer leur joint dans les mosquées. Pour rentrer dans une mosquée ça sent le cannabis. Et la mosquée de Maastricht. C'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Non, on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait vraiment pas. Et pour être honnête avec vous, moi je le dis, le 2e jour, où on était en Iran, le 3e jour on était en Iran, dans un des premiers parcs où on était, il y a un jeune qui est arrivé, vous voulez de l'alcool? Vous voulez de l'herbe? On s'est regardé là tous les deux. C'est un peu chaud là le 3e jour. C'est pas qu'on serait contre, hein, mais bon, enfin, c'est un peu risqué. Mais ouais, on n'a pas eu envie de risquer en fait. Pour ça on a été très sages quand même. Ouais, on a été très sages. On a été très sages parce qu'en plus les gens nous demandent vous prenez de l'alcool et tout ça, alors dans notre pays oui, ici non. Et on va pas le faire en fait. Après oui, tu disais ils jettent leurs bouteilles, on peut parler de la gestion des déchets. Ouais. Parce qu'on a été très étonnés de trouver un Iran qui était très développé. Franchement l'Iran, j'ai envie de dire, on est encore dans le côté ouest, assez fort au niveau du développement culturel. Surtout j'irais jusqu'à Shiraz. Parce que même Shiraz ça commence à être le basculement. Toute la partie ouest de l'Iran, nord et ouest de l'Iran, c'est très très propre. C'est très propre et très très... Enfin voilà, c'est quand même un pays qui est développé, qui a des grands immeubles, qui a toutes les technologies, qui a des magasins, enfin des centres commerciaux et des trucs. On n'est pas du tout dans ce que moi je m'imaginais de l'Asie, pas encore. Mais par contre, gestion des déchets, c'est pas très présent, quoi. Oui, alors c'est propre parce qu'il y a énormément de gens qui nettoient. Vous expliquez la situation, vous passez la nuit dans un parc, tous les jeunes viennent faire la fête, ils se cassent en ne ramassant rien du tout. Tout reste là. Tout reste là.
vous réveillez, vous voyez le monticule de déchets, mais vous vous demandez comment c'est possible qu'ils aient pu faire ça, un parc qui était aussi beau la veille. Et en fait, en 3 heures de temps, le parc il va être nettoyé parce que tu as plein de personnes qui nettoient. Ceux qui ramassent le carton, ceux qui ramassent le plastique, et puis il y a des gens qui nettoient les parcs en plus. Et donc il y a vraiment une gestion, je pense, à la fois des municipalités et des personnes qui essayent de récupérer de l'argent avec les cartons et les plastiques qui se fait, et donc du coup tout redevient propre assez rapidement. Ouais. Mais du coup, c'est un effet de nouveau pervers qui est que les gens on jette dans la rue parce que quelqu'un ramassera. Ouais. Ou par la fenêtre. Ouais, Combien de fois est-ce qu'on n'a pas vu quoi. Oui, parce que quelqu'un ramassera. Parce que quelqu'un ramassera, exactement. Mais j'avoue que leurs parcs sont plus propres que les nôtres. Au niveau de l'eau, il y en a partout. Donc en tant que voyageur, c'est assez simple de trouver de l'eau. Par contre, c'est pas toujours facile de remplir. Disons que se connecter avec le tuyau, c'est pas toujours évident parce qu'il y a de l'eau dans tous les parcs, etc. Mais parfois c'est au milieu du parc. Et donc pour nous à relier pour remplir au tuyau, c'est pas évident. Donc on a beaucoup rempli au bidon. Ouais. Mais voilà, après de l'eau ça se trouve. Et voyager en camping-car en Iran, c'est relativement facile, j'ai envie de dire. Ouais. La plupart des routes sont praticables. Il n'y a pas spécialement besoin de 4x4. Parfois ça dépend ce qu'on fait. Ça donne... Oui, mais même toutes les routes sont quasiment accessibles. Tant qu'on reste dans les villes et dans les grands axes, tout ça c'est facile. Et même on a fait un peu de nature, mais on parlait de la police. Le seul endroit où on s'était dit qu'on resterait peut-être, après il faisait trop chaud donc on serait de toute façon pas resté, mais au bout de 5 minutes la police était là pour vérifier ce qu'on faisait là et vérifier nos papiers. Faut se cacher pour faire du nature, et bon ben, vous voyez Jeff, nous se cacher c'est un peu compliqué donc on est resté dans les villes. Mais on en connaît d'autres qui ont fait beaucoup plus de spots nature avec un véhicule un peu plus discret. Pas spécialement beaucoup plus petit, mais plus discret. Et donc voilà. Parlons de nourriture, donc Anaïs Bois. Je voulais quand même vous parler du grand complot iranien sur les étrangers, qui consiste à vous faire manger le plus de choses possible. Quand vous êtes invité chez les gens, Bokhor, il faut manger. Alors moi avec les 3 enfants qui mangent quasi rien et Anaïs qui mange pour un demi-adulte, j'ai dû compenser. Beaucoup. Mais ça va, je m'en suis sorti. On a fait une grosse... Une femme iranienne m'a dit un jour, en Iran ils considèrent qu'un homme qui a une bedaine, c'est un homme qui est... comment ? Bien traité à la maison ? Non, mais c'est même pas ça qui est bien, mais qui est assez autoritaire. Ça veut tout dire quoi, donc ils doivent avoir une bedaine pour montrer que c'est eux le chef. Bon, ben, dans mon cas c'est foutu. C'est foutu. Nico est foutu. Il y a quand même une déception personnelle. Alors, la bouffe. J'adore voyager pour manger, c'est pas un secret. C'est même un objectif dans le voyage. Découvrir des nouvelles choses et des nouvelles saveurs. Alors, soyons d'accord, on a bien mangé en Iran, c'est bon. Beaucoup de choses sont très très bonnes, on n'a pas eu des trucs qui étaient pas bons. Seulement, quand on mange en extérieur, dans les restaurants et ça, en fait, on tourne très vite sur la même chose. Si on veut goûter des trucs un peu plus qui sortent de ce qu'on peut trouver dans les restaurants, et ben on est à chaque fois obligé enfin, on n'est pas à chaque fois, mais on est obligé d'aller manger chez l'habitant. C'est en mangeant chez l'habitant qu'on a découvert les saveurs iraniennes. Ouais, c'est assez particulier parce qu'en fait, alors on ne fait pas des restos chics, il faut le dire aussi. Et on ne fait pas des restos qui durent 3 heures non plus parce qu'on a les enfants. Mais dans le restaurant commun qu'on trouve... Pour les Iraniens. Oui, mais je veux dire, restaurant, oui, pour les Iraniens, mais je veux dire qu'on trouve dans toutes les rues, partout, ils servent toujours ces brochettes, donc soit de la viande hachée, soit du poulet, avec une demi-tomate et du riz. Et donc ça, c'était un peu décevant de se dire que ce n'est que en mangeant chez les gens qu'on a vraiment découvert plein de super bons repas en fait. On aurait bien aimé de retrouver ces super bons repas
Ouais, en dehors. au restaurant. On a eu une fois ou deux de la soupe ou une fois ou deux des trucs qui sortent un peu. Mais en fait c'est très souvent donc, le kebab koubidé, donc ce qu'Anaïs disait, ou alors des hamburgers. J'ai jamais vu un pays avec autant de shops d'hamburgers comme ça. Partout c'est des hamburgers. Des falafels. Ah des falafels, ouais, des falafels. Ouais, il y avait des falafels, mais les falafels c'est des hamburgers de falafel. Hein. Ouais, c'est Les sandwichs. les sandwichs falafel. Le dernier point que je voudrais aborder sur l'Iran, c'est les Iraniens. Je pense que là, on a reçu une énorme leçon d'humilité. On en avait entendu parler de cet accueil iranien, tout le monde nous en avait parlé, mais tant qu'on l'a pas vécu, c'est difficile de mettre des mots ou d'avoir un baromètre d'attente, enfin, si on peut dire comme ça. Et ça a été très très vite, on savait qu'on allait être invité, on savait que ce genre de choses que les gens allaient très facilement nous proposer. Mais ça a dépassé ce à quoi on s'attendait. Il y a un moment où c'en était de trop même. Il a fallu aussi qu'on dise non non c'est gentil, stop là, aujourd'hui on va. Mais non, il y a les Iraniens, c'est un accueil. Enfin voilà, qui va accueillir des gens qui se garent devant chez eux ou qui se garent là juste pour visiter votre village, qui va tout de suite sortir, ah, vous venez d'où, s'intéresser à vous, vous accueillir chez eux, proposer un repas, appeler toute la famille, Proposer la douche. bouger ciel et terre pour que vous soyez bien. Ouais. C'est un peu... ça dépasse. Et c'est énorme parce que ce que je disais même cet après-midi là où on cherchait juste de l'ombre, on cherchait un hostel pour aider un peu quand on était à Mahan et bon on s'arrête pour se garer, les gens nous demandent ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on leur explique. Tout de suite ils nous invitent chez l'un d'eux et Mehdi nous sort en fait il devait partir mais par contre il nous laisse seuls dans sa maison. Et il nous dit surtout profitez du frais et douchez-vous, la douche est là. Enfin, c'est impressionnant cet accueil et cette confiance qu'ils ont à nous laisser chez eux aussi. Donc c'est une grosse claque positive parce que je pense que, moi j'espère, je sais que quand on rentre on change toujours et on aura encore vu d'autres choses après, mais j'ai envie que ce côté-là reste en nous et qu'on puisse rendre, ça peut même pas rendre, mais offrir ça aussi un jour chez nous. Ouais, parce qu'il y a des gens, ils se sont coupés en quatre pour nous, ils n'avaient pas spécialement les moyens et ils ont tout fait pour qu'on soit bien. Et, il y a des fois, moi ça a été dur de quitter des personnes. Ouais. Il y a quelques personnes comme ça en Iran où on retournerait demain sans problème. Oui, c'est ça. Voilà. Pour clôturer cette vidéo, nous on voulait vous partager notre ressenti sur l'Iran. Alors comme on l'a dit, on n'a pas la science infuse, c'est juste notre expérience et notre vécu. Pas loin de là, c'est vraiment ce que nous on a vécu ces 70 jours et c'est pas la vérité absolue, c'est notre vérité. Voilà, et on voulait faire cette vidéo pour enlever certains mythes, certaines peurs, et si vous avez envie d'aller en Iran, nous je crois qu'on peut que vous le conseiller. Moi ça a été un coup de cœur personnel, une claque humaine, et une leçon d'humilité. Allez-y, c'est tout ce que moi je peux vous dire. Ouais, franchement, c'est un pays à découvrir. Et... Voilà, bon voyage. Bon voyage.